aujourd'hui c'est la journée du souvenir, de l'émotion, puis on parlera sans doute de la prospective aujourd'hui et demain, mais sur Europe 1, moi j'écoutais un témoignage, un reportage ce matin d'une maman qui avait tué à cet endroit même, là où on voit les images, le plus grand de ses enfants exécuté, disait-elle, de 6 balles dans la tête. Il était mort à 6h35. Et puis, une demi-heure plus tard, les terroristes du Hamas arrivaient dans le kibbutz dans lequel elle vit, et son mari, avec ses 2 autres enfants, s'était réfugié dans l'abri. Et là, les terroristes du Hamas ont jeté une grenade, et son mari s'est jeté sur la grenade. Il a été évidemment, il a été tué par l'explosion de la grenade. Il y a un de ses fils qui a perdu un œil, qui est traumatisé, et puis le deuxième enfant est traumatisé également. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ces images, il faut avoir ces témoignages présents à l'esprit. Et cette dame disait, pendant 1 an, moi j'ai été complètement détruite, et maintenant et on peut la comprendre. J'ai de la haine pour ce qui s'est déroulé. Alors après, c'est un soutien, on va peut-être rester dans l'émotion, mais sans faille pour l'État d'Israël, c'est notre premier bouclier, Israël, dans cette région de par sa position géographique. Un bouclier contre le péril islamiste, parce qu'elle combat au sud-ouest le Hamas, elle combat au nord le Hezbollah, elle combat maintenant l'Iran qui l'attaque. Donc quand on entend un président de la République qui dit qu'il ne faut plus livrer d'armes à Israël, le même qui disait... On viendra sur l'aspect politique. Qui disait sur une coalition pour lutter contre le Hamas. Politique dans un instant, mais c'est vrai que le témoignage que vous rapportez très émouvant. Est fort, et je dois vous dire que moi, je fais partie des journalistes qui est allé voir le film à l'ambassade d'Israël. Et en fait, on voit toute cette séquence. Et je crois que c'est la pire séquence que j'ai jamais vue, parce que cette séquence, elle a été filmée par les caméras de sécurité. Et on voit le papa qui se précipite pour protéger ses filles, on voit la bombe qui explose, on voit ses enfants également, dont un a l'œil en sang et qui perd son œil au final. Et peut-être presque le pire dans l'horreur, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de degré, mais vous avez le terroriste qui est là et qui voit l'enfant qui est en train de saigner, qui voit l'enfant qui est en train de perdre son œil, il va dans le frigidaire, il prend à boire. On parlait à l'instant des déclarations d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 7 octobre, on commémore le massacre perpétré par le Hamas en Israël. Et la veille, donc, Emmanuel Macron propose un embargo sur les armes livrées à Israël. Est-ce qu'il a raison ? Non, il a tort, et puis il est hypocrite. Commencer évidemment cette émission, c'est d'abord avoir une pensée pour les victimes du 7 octobre, les victimes du terrorisme, une pensée pour les otages qui sont encore emprisonnés, et puis se poser la question de ce que souhaite faire la France à travers la voix d'Emmanuel Macron. Moi, quand j'entends Emmanuel Macron dire de façon très hypocrite qu'il faut cesser de livrer des armes. Pourquoi hypocrite ? Parce que la France n'en livre pas, en réalité, à Israël. Donc, à part envoyer un signal, à part avoir voulu faire un signe, visiblement, lors de la journée, c'était les journées de la francophonie. En fait, j'allais dire au Sud global, qui devient, dans cette histoire-là, quelque part, le défenseur de la cause palestinienne, ou en tous les cas, dans certains pays, deviennent les défenseurs d'une cause palestinienne face à Israël, c'est-à-dire d'une instrumentalisation politique. Donc en fonction de ses interlocuteurs, Emmanuel Macron peut on l'a vu, il n'est pas venu lors de la marche contre l'antisémitisme. Là, il a ces propos-là qui sont totalement contradictoires de ce qu'il disait lorsqu'il disait qu'il fallait une grande coalition de mémoire européenne. Enfin, je veux dire, on ne sait plus très bien où marche Emmanuel Macron. Moi, j'aurais préféré entendre une initiative de la part de la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui visiblement s'est pris les pieds dans le tapis et qui n'est pas capable d'organiser une minute, si ce n'est de silence, ou un moment de dialogue dans les écoles de France sur ces sujets-là. Moi, j'aurais préféré qu'on dissolve Urgence Palestine, qui est une structure qui appelle à l'intifada sur notre sol. Ça, c'était des mesures qui avaient du sens, c'était des mesures qui disaient quelque chose. Je pense qu'Emmanuel Macron, non seulement nous ridiculise, mais nous marginalise aussi sur la scène internationale. Julien Audoul, ça fonctionne bien le bourrage de crâne, hein ? Oui, malheureusement, ça fonctionne bien et il faut le prendre très au sérieux, même si ça peut faire sourire de voir cet étudiant. Mais a priori, à Sciences Po, il n'y a pas des esprits fragiles, influençables. On est dans la formation des élites avec des gens assez construits. Excusez-moi, mais il faut aussi relativiser le niveau de certains étudiants de Sciences Po aujourd'hui.
qui sont extrêmement perméables à ces thèses, à cette inversion victimaire. Voilà, c'est-à-dire que ces gens se foutent totalement de la réalité, ils sont dans un monde parallèle, ils ne connaissent ni l'histoire du Proche-Orient, ni les réalités locales, bien évidemment. Ils se moquent de savoir que la seule démocratie de cette région du monde, c'est Israël. Le seul pays qui garantit le droit des minorités, c'est Israël. Le seul pays où on peut organiser une Gay Pride, c'est Israël. Le seul pays où on peut avoir la liberté d'expression et la liberté de manifester contre son gouvernement, c'est Israël. Donc tout ça, ils s'en foutent totalement. Mais là où il faut évidemment s'inquiéter, c'est que derrière, c'est évidemment la France insoumise qui téléguide, qui pilote. Après les rassemblements anti-Israël dans les murs de Sciences Po cette semaine, la manifestation menée hier dans les rues de Paris a de nouveau donné lieu à des appels à l'intifada. Notamment de la part de l'activiste Richie Thibault, cofondateur du collectif Peuple Révolté et assistant parlementaire de la députée LFI Arcilia Soudé. Le préfet de police de Paris va effectuer un signalement au procureur de la République de Paris pour ses propos de l'activiste promouvant hier l'intifada. Les amis, on va aller jusqu'au bout. Notre camarade Elias avait raison, le seul chemin dans les rues de Paris, c'est l'intifada. Richie Thibault fait directement référence à l'activiste fiché S Ilyas Dimlazen, qui avait également appelé à l'intifada le 8 septembre dernier. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Dans nos banlieues? Dans nos quartiers? Bientôt, Jérusalem sera libérée. Ilyas Dimlazen est visé par une enquête octobre prochain par le tribunal correctionnel pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour cette enseignante et notamment aussi pour tous les professeurs, tout le corps éducatif qui a chaque jour un peu plus de difficultés à enseigner dans de bonnes conditions et sous la pression d'un certain nombre de montées communautaires, de l'islamisme radical, de la pression d'un certain nombre et qui ont de plus en plus de difficultés à faire respecter cette laïcité. Mais bien entendu, nous partageons au Rassemblement national, nous appelons à cela depuis des années, à un soutien de la hiérarchie, notamment de l'académie, du recteur, envers les professeurs qui font face à de tels cas, et puis bien entendu une fermeté aussi par la justice et bien entendu un soutien total au corps enseignant qui, je vous le dis, et ça touche tous les établissements, tout le territoire, même dans ma circonscription, ce type de cas et de montée en fait d'un certain nombre de revendications religieuses qui n'ont pas leur place à l'école, qui doit être le creuset de la République. Est-ce que vous soutenez la ministre de l'Éducation? Est-ce qu'il faut des sanctions fermes? Oui, bien sûr. Mais on l'a entendu hier dans l'hémicycle au moment des questions au gouvernement. Elle a eu cette phrase, quand on attaque une professeure, on attaque la République, oui d'accord. Mais ça fait 10, 100, 1000 fois qu'on l'entend. Maintenant, il faudrait peut-être des actes. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, il y a un rapport qui avait été fait par un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Aubin, dans lesquels étaient décrites toutes ces dérives islamistes dans les établissements scolaires français. Et tous les gouvernements, mais de droite, de gauche, du centre, pendant 20 ans, ce rapport, on l'a mis sous le tapis. Voilà. Il y a eu des alertes qui ont été lancées. Et maintenant, on en est là. Moi, j'écoutais sur une radio ce matin un reportage qui a été fait dans cet établissement et ils interrogeaient notamment une jeune fille qui disait oui, elle n'aurait pas dû taper la professeure. Oui, c'est quand même la moindre des choses. Mais elle ajoutait, elle aurait dû garder son voile à la main et le mettre sitôt la porte de l'établissement franchie. Oui, non, il y a un problème. Vous savez, il y a un sondage du mois de janvier dernier, IFOP ou Sofret, je suis pas sûr, qui disait que ils ont interrogé les jeunes qui se présentaient, qui disaient je suis musulman. Et il y avait un tiers des 18-26 ans qui plaçaient la charia au-dessus des lois de la République. Là, on doit réfléchir là-dessus. On a entendu Olivier Faure qui dénonçait un hold-up électoral. C'est ce que vous dites aussi. Pourquoi ne pas censurer le gouvernement que vous considérez vous aussi comme illégitime? Si vous voulez, en votant une censure a priori, c'est-à-dire avant même de savoir exactement les mesures que propose le gouvernement, on aurait eu l'impression de participer à un vaudeville en fait. Parce que la France insoumise, le NFP, se sont mis sur le côté pour faire élire des macronistes, pour faire élire des LR. Tout ce petit monde-là se retrouve au gouvernement et donc ceux qui ont fait élire certains représentants de ce gouvernement voudraient aujourd'hui les dézinguer avant même qu'ils aient pu travailler. Excusez-moi, mais ça sent la politique politicienne. Il y a bientôt le budget.
Il y a bientôt le budget. D'ici là, on va utiliser notre force, le poids de notre groupe, pour être une opposition d'influence. Ça a marché d'ailleurs. Quand le Premier ministre a annoncé qu'il allait décaler de 6 mois l'augmentation des retraites, Marine Le Pen a dit clairement que pour nous, c'était un point dur. Eh bien, immédiatement, le Premier ministre a dit « Oh là là, on va essayer de trouver d'autres solutions. » Si la mesure persiste dans le budget, vous voterez, vous déposerez une motion de censure ? On étudiera le budget dans son ensemble. Les lignes rouges, vous les connaissez, le pouvoir d'achat des Français, la sécurité, l'immigration et la proportionnelle. Ce ne sont pas des lignes rouges. Mais sauf que si ça va dans le mauvais sens, évidemment. Vous savez, on a été très clair. Non, mais pardon. Parce que si le budget comporte cette mesure de décalage dans le PLFSS plus exactement, comporte cette mesure de décalage dans le temps des revalorisations des retraites, est-ce que c'est oui ou non un motif de censure du gouvernement ? Ça va dans le mauvais sens, oui, clairement. Ça va clairement dans le mauvais sens. On va pas de mettre la censure sur une seule chose. Si, une ligne rouge, c'est ça. Vous pouvez dire c'est une ligne rouge absolue. Ça dépend si c'est compensé à côté, etc. Mais pour vous répondre très clairement, oui, effectivement, ça va à l'encontre des principes que nous énonçons. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça, et parce que nous l'avons réaffirmé, que le Premier ministre a fait un pas de côté en disant « étudions des solutions alternatives ». Si vous voulez, on estime qu'on est plus utile. Au moment où il n'y a pas de majorité, nulle part, il faut être humble, on est plus utile à avoir ce pouvoir d'influence sur le gouvernement plutôt que de s'agiter dans l'hémicycle, voter des motions de censure avant même de savoir ce qu'ils vont faire. Ça, vous pensez que le gouvernement, vous dites que le Michel Barnier a bougé, vous pensez qu'il va bouger, et vous pensez qu'à la fin, cette mesure va sauter ? En tout cas, par le fait de votre menace et de votre protestation. En tout cas, on va peser de tout notre poids, de même qu'on va peser de tout notre poids pour que l'arbitrage entre monsieur Retailleau ou monsieur Migaud sur la justice et la sévérité aujourd'hui qu'on peut appliquer sur les délinquants et les voyous aille dans le sens de monsieur Retailleau, que la ministre de la Santé qui veut préserver l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits aux migrants clandestins, ne l'emporte pas par rapport justement au discours de fermeté. Il y a beaucoup de points d'arbitrage. Ça paraît mal parti. Mais nous verrons bien. Nous, on va faire notre boulot d'opposition. Une fois encore, tout le monde doit être humble. La France, elle doit être gouvernée. On a été presque 2 mois et demi sans gouvernement. Nous, on n'est pas là pour ajouter du chaos au chaos. On va essayer de faire en sorte que la période d'intérim soit le moins douloureuse possible et le plus utile possible aux Français. C'était il y a quelques instants quand on a appris que le commissariat de Cavaillon avait été attaqué cette nuit. Ça s'est passé en pleine nuit. Vous voyez les images. Plusieurs véhicules de police ont été incendiés devant le commissariat. Un commissariat qui a dû être évacué pour assurer la sécurité des policiers qui étaient à l'intérieur. 7 personnes, dont une mère et son enfant qui habitent des logements voisins, ont été incommodées par les fumées. Elles ont été prises en charge par les secours, mais leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital. Ce qui est important de noter, c'est que cet incident intervient alors que depuis une semaine, des opérations de police ont lieu dans certains quartiers de Cavaillon, puisque les policiers de Cavaillon, appuyés par ceux d'Avignon et de Paris, multiplient les opérations pour tenter de stopper les trafics de stupéfiants. Un miracle qu'il n'y ait pas de blessés, un miracle qu'aucune famille n'ait été touchée. D'abord, un premier message, si vous me permettez, Jean-Marc, de soutien aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes, et on peut élargir aux pompiers aussi, qui aujourd'hui sont devenus des cibles. Voilà, les cibles des malfrats, les cibles de certaines banlieues qui sont attaquées finalement comme un gang attaque un gang. Je pense que dans la tête des narcotrafiquants, aujourd'hui, la police est un gang adverse, comme ça pourrait être un autre gang qui essaye de s'infiltrer sur le territoire. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Pourquoi est-ce que aujourd'hui ces narcotrafiquants, ils ont des narcomilices finalement qu'ils arrivent à agiter pour envoyer attaquer les policiers ? C'est parce qu'il y a ce sentiment, presque cette certitude de l'impunité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vont faire ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, ils vont être arrêtés dans quelques temps, ils vont passer dans le juge quelques mois après, et puis honnêtement, ils seront libérés. Ils seront libérés même sous les applaudissements de certains hommes et femmes politiques à l'Assemblée nationale qui pensent que la police est néfaste et que les voyous ont des excuses. Aujourd'hui, on est arrivé dans un état où l'autorité est une honte, la fermeté est devenue un vice et où on laisse tout faire. C'est surtout l'illustration, si vous le voulez, un peu de la désincarnation totale de l'autorité de l'État et de cette incapacité à rétablir l'ordre sur l'ensemble de notre territoire. En réalité, quand on voit qu'aujourd'hui on a des trafiquants de drogue, la DZ Mafia qui à Marseille sévit depuis des années, qui est capable de faire quasiment une sorte de conférence de presse, une vidéo qu'elle envoie ensuite sur les réseaux sociaux
qui est encore en train d'être authentifié. Tout à fait. Le tout avec sous couvert quasiment de communication, opération de communication ou opération de marketing, c'est l'incarnation totale que aujourd'hui l'État ne contrôle en réalité plus rien. Donc il y a évidemment un virage à 180 degrés qu'il faut faire en matière de sécurité et de fermeté, et c'est ce que nous appuierons avec les députés du Rassemblement national et Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Après réflexion, j'ai pensé que les auditeurs de Radio Courtoisie, tout comme moi-même d'ailleurs, étaient peut-être un peu las de ces histoires de massacres, de bombardements sanglants, d'enfants et de femmes brûlés vifs ou chassés de leur maison, et autres atrocités diverses et variées. Je me suis donc plongé dans l'actualité pour tenter d'y trouver un sujet un peu plus léger, et c'est alors que j'ai découvert un fait que j'ignorais totalement. Alors c'est la passion débordante du couple Macron pour la série télévisée à succès Emily in Paris. Car dans Emily in Paris, bien évidemment, pas de viol collectif au Champ de Mars, pas de frotteurs dans le métro, pas de rats dans les parcs, ni de crackmen en manque au coin des rues. Uniquement un Paris de cartes postales, bien propret, aseptisé, ripolliné, façon Amélie Poulain, version Oncle Sam. Bref, une nigauderie sans importance ni conséquence, mais qui semble avoir particulièrement séduit le couple présidentiel. À tel point que l'épouse du président, qu'on aurait pu penser plus occupée, a même participé à l'un des épisodes. Une apparition qui a été chaudement saluée par son mari. Celui-ci a déclaré, je cite, dans une entrevue accordée au magazine Variety, « Je suis super fier. Elle était très heureuse de le faire. Cela ne dure que quelques minutes, mais je pense que c'était un très bon moment pour elle. » À la question de savoir s'il allait lui-même apparaître dans la série, il a ensuite simplement répondu « Je suis moins attirant que Brigitte ». À cette lecture, j'ai un moment cru qu'il s'agissait d'un pastiche du Gorafi. Mais non, tout est vrai. Et non, il ne s'agit pas de l'entrevue d'un post-adolescent tout juste sorti du loft ou du château de la Star Academy, mais bien de celle du président de la République française. Mais Emmanuel n'en est pas resté là. Pour exprimer son amour éperdu de la série, il a également pesté avec vigueur contre la perspective que le tournage quitte Paris pour rejoindre Rome. « Nous nous battrons ardemment et nous leur demanderons de rester à Paris. Emily in Paris à Rome, ça n'a aucun sens », a-t-il déclaré. Donc les Français seront donc tout à fait heureux d'apprendre que leur président sait prendre à bras-le-corps les dossiers fondamentaux et cruciaux.